Bonjour, merci beaucoup à la PLF et à son président de la confiance pour m'avoir invité à partager avec vous ces deux éléments. J'ai un handicap pour commencer, puisque cette session est en concurrence de deux autres sessions, dont une animée par Marc Belaïch. Et vous savez que quand il y a Marc Belaïch, il y a tout le monde qui va écouter Marc Belaïch. Donc c'est comme ça. Quoi donc? Alors, tout le monde connaît bien sûr la toxoplasmose. C'est une affection qui est courante, mais qui peut prendre des proportions très importantes au cours de la grossesse. Je ne vous représente pas le cycle bien connu du parasite. Et on sait que la toxoplasmose au cours de la grossesse peut avoir des conséquences extrêmement graves. Elle peut aboutir au décès du fœtus in utero, parfois, et elle expose ce fœtus à deux complications importantes. L'une qui est très grave, c'est sur le cerveau, c'est heureusement très rare. L'autre qui peut être grave, mais qui le plus souvent n'est pas si grave, qui est l'atteinte de la rétine avec des choriorétinites qui durent probablement toute la vie avec des réinfestations. Donc l'atteinte oculaire de la toxoplasmose est un élément important. Tout le monde connaît également la gravité de l'atteinte en fonction de l'âge gestationnel au cours duquel s'effectue la transmission et la fréquence de l'atteinte. Plus la transmission est précoce, plus l'atteinte est grave, plus le risque de transmission, ou tout du moins le risque de transmission est beaucoup plus faible en tout début de grossesse pour augmenter petit à petit au cours de la grossesse. Et vous voyez par exemple que les risques... Alors, je vois à la fois, la diapositive est trop petite et là je ne vois pas les chiffres, donc ça c'est l'âge. Et donc vous voyez ici la probabilité d'infection qui par exemple à 31 semaines est de 0,5 alors qu'en tout début de grossesse elle est largement inférieure à 0,1 pour arriver en fin de grossesse à 0,6. Donc ça ce sont des choses bien connues. Il n'y a pas de consensus international quant à la nécessité de faire un dépistage systématique de la toxoplasmose in utero. Quelle est la position de la France et pourquoi? Grosso modo, actuellement, il y a à peu près 750 000 naissances par an en France, 750 000 femmes enceintes. 70% d'entre elles sont séronégatives, c'est-à-dire que chaque année, 520 000 femmes qui déclarent une grossesse sont séronégatives. Le pourcentage d'infection pendant la grossesse est de 0,2%, soit à peu près 1000 femmes. Et le pourcentage de contamination fœtale est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire qu'il y aurait en théorie 210 cas par an, ce qui est effectivement très très rare et qui par définition pourrait être appelé une maladie orpheline compte tenu du nombre de cas. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Les signes sont présents dans 10% des cas, que ce soit des signes neurologiques ou une choriorétinite. À l'âge de 10 ans, il y a encore, parmi les enfants qui ont été atteints, 25% de choriorétinite, 37% à 15 ans et 50% à 18 ans. Et donc j'insisterai régulièrement tout au long de ce cours exposé sur la nécessité de la surveillance à long terme de la fonction visuelle. Alors pourquoi ce dépistage ? Vous savez peut-être qu'à Lyon, depuis de très nombreuses années, mes collègues, le professeur François Perron et maintenant le professeur Martine Vallon, sont des tenants du dépistage systématique de la toxoplasmose. Quel est l'intérêt théorique du dépistage? Bien évidemment, la prévention primaire, qui doit rester la préoccupation principale de tout médecin, quel qu'il soit, et donc éviter de se contaminer lorsqu'une femme est séronégative par les mesures hygiéno-diététiques, le lavage de mains, la préparation des aliments, etc. Le deuxième avantage, c'est s'il y a une séroconversion, le traitement prophylactique, encore faut-il que cela soit justifié, la possibilité de réaliser un diagnostic anténatal, j'ai rien touché. Ça va, ça s'en va et ça revient, comme une chanson populaire. Le diagnostic anténatal par amniosynthèse avec réalisation d'une PCR qui est extrêmement performante, et s'il y a une atteinte fœtale, la possibilité d'un traitement anténatal. Qu'est-ce qu'apporte le traitement anténatal? Et dans les formes les plus graves, mais ce qui devient exceptionnel, la possibilité
dans un pays comme la France, d'une interruption médicale de grossesse. Et enfin, la prise en charge néonatale qui est annoncée depuis la découverte de la contamination fœtale avec les examens à réaliser et le suivi. Lorsqu'il existe des IgG et des IgM positives, il faut toujours se référer vers l'existence d'une potentielle sérologie antérieure positive. Bon, je vais pas toucher autre chose. Ben, Après, on va regarder l'avidité des IgG. C'est bien d'avoir des IgG positives, mais il faut regarder l'avidité. Si l'avidité est élevée, il y a toutes les chances, merci, pour que ce soit une infection ancienne. Si l'avidité est faible, il faut la contrôler dans un délai de 2 à 3 semaines. Si l'avidité reste stable, c'est une infection ancienne. Et à l'inverse, si l'avidité augmente, alors on est en faveur d'une primo-infection récente, comme apparaît sur ce diagramme présenté ici. Ça, c'est pour la sérologie de la maman, pendant la grossesse. D'accord ? Alors, donc, très récemment, il y a 4 ans, Martine Vallon et François Perron ont fait une publication pour expliquer pourquoi il fallait continuer à faire ce dépistage systématique qui est fait en France et qui, par exemple, n'est pas fait aux États-Unis, ou tout du moins dans certains États, n'est pas fait au Danemark. Qu'est-ce qui fait, quelles sont les conditions pour réaliser un dépistage systématique? Qu'est-ce que c'est qu'un dépistage systématique et pourquoi ne dépiste-t-on pas un certain nombre de maladies? Il faut que la maladie dépistée soit assortie d'un pronostic qui peut être extrêmement sévère, c'est-à-dire soit à l'origine de décès, soit à l'origine de séquelles. Il faut qu'il y ait un traitement disponible, non seulement disponible, mais à un stade précoce, voire même latent, que ce traitement ne soit pas toxique et qu'il entraîne une amélioration significative du pronostic. Il faut bien évidemment disposer de tests de dépistage qui soient suffisamment fiables, c'est-à-dire efficaces, avec peu de faux positifs, peu de faux négatifs. Il faut que le diagnostic soit facile à faire et il faut y avoir un consensus pour décider quelles sont les personnes qu'il faut traiter. Et à l'inverse, on pourrait se dire, pourquoi ne pas dépister? Quels sont les arguments pour utilisés par des pays qui ont choisi de ne pas dépister? On peut regarder l'évolution de l'incidence. Et vous voyez qu'en France, en 50 ans, l'incidence a diminué de moitié. Elle est passée de 80 à 37%. Et elle a également, aux États-Unis, sur une période d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années, elle a également diminué spontanément. Premier point. Deuxième point, même si moi je suis convaincu du dépistage, il faut reconnaître qu'il n'y a pas, avec des critères scientifiques rigoureux, de justification académique stricte de l'efficacité du traitement anténatal. Et j'y reviendrai. Mais, nous avons tous appris depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que la preuve absolue de l'efficacité d'un traitement était une étude randomisée contrôlée. Donc ça, c'est une preuve irréfutable. Et puis après, comme toujours en médecine, il y a la médecine basée sur les preuves scientifiques, et puis il y a aussi l'expérience personnelle, et puis les données que l'on peut reporter sur le plan épidémiologique. Et donc il existe de très nombreuses études observationnelles, certes, mais quand même de grande qualité, qui aboutissent tous au même résultat en faveur du dépistage, de sorte qu'il ne pourrait pas être éthique actuellement d'arrêter transitoirement le dépistage et de faire une vraie étude prospective randomisée contrôlée. Et donc ça, ce sont les limites de la preuve scientifique rigoureuse. Donc il y a eu beaucoup d'études, et donc je ne vais pas les détailler, mais dans cet article, Martine Vallon avait choisi de regarder 4 études très claires qui montraient un lien direct entre traitement pendant la grossesse, diminution du nombre des infections fœtales et diminution des séquelles. Et donc quand on regarde les méta-analyses, alors la méta-analyse, vous savez que c'est regrouper un certain nombre d'études de bonne qualité. C'est pas passer une méta-analyse que c'est une preuve formelle. Il y a des méta-analyses qui ont une mauvaise méthodologie, il y a des méta-analyses qui ne sélectionnent pas forcément les bonnes études, donc on peut aussi faire dire n'importe quoi à une méta-analyse.
N'empêche que cette méta-analyse a montré qu'il y a une diminution de 50% du taux de transmission à partir du moment où l'on démarre un traitement dans les 3 semaines suivant la date présumée de l'infection maternelle, comparé à 8 semaines. Donc, le traitement très précoce avec l'infection, après le début de l'infection, est très utile. Et puis après, donc, il y a une très très grosse cohorte lyonnaise, puisque le centre de référence de la toxoplasmose de Lyon fait référence pour toute la France. Et on a constaté que depuis l'introduction de la recherche par PCR du parasite dans le liquide amniotique, on a pu voir une diminution de 7% des séquelles neurologiques sévères et ou des décès. Vous savez qu'il y a plusieurs types de toxoplasma. Il y a le toxoplasma gondii qui est le plus important, et il y a même différents génotypes. Le plus fréquent en France et dans la plupart des régions d'Europe est le génotype de type 2. Lorsque l'on regarde l'infection congénitale, la toxoplasmose avec ce génotype de type 2, il y a dans un pays où il n'y a pas de dépistage systématique 31% d'hydrocéphalie après toxoplasmose congénitale contre 0,8% en France. Après, il faut regarder des aspects d'économie. Le test coûte à peu près $12. Ça a été considéré comme étant rentable dans un pays comme l'Autriche, par exemple. Mais surtout, la spécificité de la PCR pour le diagnostic anténatal de toxoplasmose est proche de 100%. Donc on a toutes les conditions requises pour un dépistage. Une maladie qui est potentiellement grave, avec la possibilité d'un traitement précoce non dangereux qui est efficace, pour un coût faible et pour un test diagnostique de grande qualité. Dans un autre article, elle rapporte une série lyonnaise de 126 adultes qui avaient eu, en tant que fœtus et nouveau-nés, une toxoplasmose congénitale. Et ils ont quasiment tous bénéficié d'un traitement anténatal de leur mère pendant la grossesse et postnatal. À l'âge adulte, 59% ont une lésion oculaire. Mais si on regarde leur score visuel, il est satisfaisant, puisqu'il est coté à 97 sur 100. Donc oui, il existe des lésions visuelles à l'âge adulte, mais elles sont bénignes. Et puis ils ont administré un questionnaire évaluant le bien-être de ces adultes. Et ce questionnaire a fait apparaître que chez ces adultes avec toxoplasmose congénitale, il n'y avait pas de différence significative avec une population contrôle d'adultes du même âge qui était indemne de la toxoplasmose congénitale. Cette autre étude française a effectué les recommandations suivantes. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2019. Lorsqu'il y a une séroconversion au cours du premier trimestre, il faut démarrer le traitement prophylactique par la spiramycine. Lorsque la séroconversion se poursuit au 2e, 3e trimestre, c'est par une association pyrimétamine et sulfamide. On réalise une amniosynthèse. Si elle est négative, il faut soit poursuivre la prophylaxie par spiramycine avec un suivi échographique et un suivi du nouveau-né. Et si elle est positive, à ce moment-là, il faut un traitement par l'association pyrimétamine sulfadiazine, ou enfin peu importe, sulfamide, avec un suivi échographique. Et en fonction de la gravité, on peut discuter une interruption médicale de grossesse et à ce moment-là, ou au contraire, poursuivre la grossesse et traiter le nouveau-né. La spiramycine, donc 3 millions d'unités, soit 1 gramme 3 fois par jour. L'amniosynthèse est faite à 18 semaines. Vous savez qu'il faut rappeler qu'on ne fait pas d'amniosynthèse lorsque l'on est trop proche de l'infection, parce que s'il n'y a pas eu de contamination du fœtus au cours de l'amniosynthèse, on pourrait le contaminer. Si l'amniosynthèse est négative, il est conseillé de poursuivre la spiramycine compte tenu de cette non-toxicité jusqu'à la naissance. Et sinon, on va utiliser l'association pyrimétamine sulfadiazine et acide folinique. Pour les infections au cours du 2e trimestre, traitement dès que possible, amniosynthèse. Elle est négative, spiramycine. Elle est positive, soit l'association pyrimétamine sulfadiazine, soit donner de la sulfadoxine. Et pour les infections du 3e trimestre, pyrimétamine sulfamide dès que possible. Et là encore, si l'amniosynthèse est négative, spiramycine. À la naissance, il faudra continuer le traitement. Qu'est-ce qui peut se passer si les résultats néonatals et éventuellement anténatals sont négatifs? Ce qui correspond à 79% des cas en France. À ce moment-là, on conseille de refaire une sérologie à l'âge de 1 mois et l'on voit si les IgG ont disparu.
Si les IgG sont toujours présentes, il est conseillé de renouveler cette sérologie tous les 2 mois jusqu'à la disparition complète des immunoglobulines de type G. Lorsqu'à l'inverse, les résultats sont positifs, surtout s'il y a eu une PCR, évidemment, la toxoplasmose congénitale est confirmée et il va falloir traiter l'enfant. Et donc, il y a un certain nombre de protocoles qui sont proposés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce ne sont pas nous, les pédiatres néonatologues, qui instaurons ces protocoles, mais c'est notre centre de référence de la toxoplasmose qui va décider, en fonction d'un certain nombre de paramètres, de tel ou tel protocole, avec la surveillance, notamment quand on utilise les sulfamides, du taux de globules blancs de façon répétée, précoce, répétée de façon proche au début, tous les 15 jours, puis après une fois par mois, puis une fois tous les 3 mois. Il peut y avoir discordance entre des résultats prénatals et néonatals, mais à partir du moment où la PCR est positive, c'est qu'il y a forcément une toxoplasmose congénitale. Les faux négatifs sont possibles, mais ils sont très très rares. Mais il ne peut pas, avec la PCR, si la PCR vous dit qu'il y a un virus, une bactérie, un parasite, c'est possible. La question, c'est de se dire quelles sont les quantités et quelles sont les valeurs d'avoir des virus qui sont assez latents, comme par exemple l'herpès, mais ça, c'est une autre situation. Le fond d'œil est pratiqué à vie. À vie, c'est très important. Tous les 3 mois la 2e année, puis tous les 6 mois la 3e année, et puis une fois par an. Et bien évidemment, quels que soient les traitements utilisés, il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement maternel. Si on regarde maintenant un aspect coût, c'est toujours important d'évaluer une politique de santé. Donc, comparé à une stratégie prénatale, le dépistage néonatal est certes moins coûteux, mais il est aussi moins efficace. Quand on regarde à l'âge de 15 ans, le coût évité par un événement lié à la toxoplasmose est de l'ordre de 33 000 €. À l'âge de 1 an, il est de l'ordre de 23 000 €. Juste pour rappeler ce que ça signifie, le PIB par habitant en France est estimé à 38 000 €. Donc ce sont des coûts de santé extrêmement importants qui peuvent être évités. Et donc si on regarde ici la probabilité d'avoir des signes cérébraux en fonction du moment de la contamination et l'intérêt d'un traitement. Donc en bleu, c'est non traité. En rouge, c'est traité. Si c'est une infection qui se fait à 10 semaines d'aménorrhée, avec un traitement, on passe de 60% de probabilité de signes neurologiques à 25%. Donc on réduit le risque de 1/3. Et pour cela, il faut traiter 3 enfants. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et puis plus on avance dans la grossesse, bien sûr, la réduction du risque diminue. On passe ainsi à 20 semaines à 19% de réduction du risque, mais à 6% à 30 semaines. Et donc, comme le risque est plus faible, forcément, pour montrer l'efficacité, il faut un plus grand nombre d'enfants pour traiter. Mais il y a d'autres études qui ont été faites en médecine néonatale. Par exemple, je pense à des études au surfactant, où on admet que pour diminuer un pneumothorax, par exemple, avec du surfactant d'origine animale, il faut traiter 45 enfants. Et là, et tout le monde l'accepte. Et là, on est quand même avec un nombre d'enfants très réduit, puisque c'est 3, 6 ou 18 enfants. Et enfin, qui sera mon avant-dernière diapositive, c'est une revue qui a été faite par un collègue américain, qui travaille beaucoup avec nos parasitologues lyonnais, sur son opinion d'Américain vis-à-vis du dépistage et du traitement systématique. Et donc pour lui, la question elle est claire, il ne s'agit pas de discuter faut-il traiter ou ne faut-il pas traiter, mais c'est qui doit-on traiter. Et il explique qu'il y a maintenant suffisamment d'arguments épidémiologiques, biologiques, d'efficacité des médicaments, de la qualité des tests de laboratoire, et lui, il propose de faire un screening, donc un dépistage systématique de la toxoplasmose. Évidemment, il n'y a pas d'études randomisées contrôlées, mais il fait remarquer à juste titre qu'il n'y a pas d'études randomisées contrôlées pour dire que la pénicilline est un traitement de choix de la pneumonie à pneumocoque. Et pourtant, tout le monde accepte de la traiter. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses, il faut analyser le plus objectivement possible, et c'est la raison pour laquelle l'équipe lyonnaise
et la France se sont prononcés pour continuer le dépistage systématique de la toxoplasmose. Merci pour votre attention.